Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 21 février. Voilà, nous commençons la journée du bon pied et je vous propose d'enchaîner directement avec le mug. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bonjour à toutes et tous. Comment ça va dans la chatroom? Est-ce que vous êtes levés du bon pied ce matin? Salut Caradoc, salut Mamdia, salut Nico, salut Frulco, salut Oleg, salut Laurie, salut M Dragonfly, salut Scooby Media, salut Dora Larrey, pas mal, salut Pauline, salut The Garlic Snail, salut Alan Poisson, salut Samuel, salut... à qui j'ai pas dit encore bonjour, salut Locan, salut Harfer, salut Maxime, salut Charles Belfort, salut l'Hypersonique, salut Mitsuisaka, salut Manon, salut Yves, voilà, je crois que j'ai dit bonjour à peu près à tout le monde, salut Pierre Route, salut Ben Mathieu et bienvenue à toi, première fois dans le chat, ça fait plaisir, bienvenue à toi. Salut Swan68, salut Snacking, salut Sanid, salut Yoben, salut François Michel. Comment ça va? Comment ça va bien? Ben écoute, bien. Ça va bien. J'ai un petit peu du mal à me réveiller ce matin, là, je vous dis, là, j'ai les yeux qui... mais ça va le faire. Réveiller 10 minutes avant mon réveil, je pense que c'est ça qui m'a un peu perturbée. C'était pas un réveil naturel, c'est évidemment les chats qui se bastonnent sur le lit. Donc du coup, mais ça va, ils ont fait ça 10 minutes avant la sonnerie, donc c'est pas dramatique. Mais du coup, voilà. Mais tout va bien, tout va bien. Mais du coup, ouais, petits yeux ce matin. Mais on a plein de Oleg avec les emojis de cheddar et mazza. C'est tellement ça. C'est ces espèces de petits diables poilus, adorables, mais qui peuvent réveiller un petit peu trop souvent. Voilà. Samuel, je sais pas pourquoi tu disais que je regardais pas la bonne cam, puisque si, je regardais la bonne cam, puisque je regardais la cam chatroom. Tu m'as perturbée. Je m'adressais à la chatroom, donc je regardais la caméra chatroom. Alors après, c'est peut-être le calage de la caméra et de l'écran qui est peut-être pas très cadré. Ouais, il y a un petit décalage. Mais écoute, c'est pas grave, on refera l'ajustement. Mieux maintenant. J'ai strictement rien changé, Samuel. Je suis perdue. Ok, juste quand je m'adresse à la chatroom, je regarde l'écran comme ça, en fait. Mais c'est vrai que la caméra est un peu trop loin. La caméra de la chatroom est là. Mais bon, écoute, c'est pas grave. On recalera ça un peu plus tard. Voilà, mais du coup, j'ai l'impression que tout le monde va bien ce matin. Mais de quoi va-t-on parler dans les Actu Tech ce matin? Pas mal de petites choses assez sympas à discuter. Alors déjà, il y a les promesses du gouvernement. On va commencer par ça. Oh là là, grand sujet. On parle pas de retraite, c'est pas le sujet du matin. On va pas se fâcher de si bonne heure, mais on va parler quand même de mesures ou de promesses du gouvernement, avec a priori l'arrivée d'un filtre anti-arnaque d'ici la fin 2023. Alors c'est quoi un filtre anti-arnaque? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici pour promouvoir la sécurité numérique, donc la sécurité sur Internet lorsque vous visitez divers sites web. Voilà, donc on verra un petit peu sous quelle forme il prendra, quand est-ce qu'il est prévu au niveau des premières expérimentations. Vous me direz si c'est quelque chose que vous pensez qui peut être utile ou pas du tout. On pourra avoir le débat ensemble tout à l'heure. Et puis, concernant aussi le YouTube, la grosse news du jour, vous l'avez vu en titre de l'émission ce matin, c'est le départ carrément de Suzanne Wojcicki. Donc je ne sais pas si je prononce bien son nom, je m'en excuse si c'est pas le cas. Évidemment, Suzanne Wojcicki, elle est plus connue sous le titre de CEO de YouTube, rien que ça. Et elle est sur le départ, quand même, sacrée news notamment pour la chaîne, mais également pour vous.
vous, puisque voilà, YouTube se débat un petit peu depuis un certain temps avec les créateurs de contenu, avec les compétiteurs type TikTok, etc. Et donc du coup, voilà, ça annonce du changement pour le pire ou pour le meilleur. On pourra voir ça ensemble. On reviendra un petit peu quand même sur d'où elle vient, cette CEO de YouTube. Alors moi, c'est vrai que je m'étais étonnamment pas vraiment intéressée à son profil. Je savais pas trop d'où elle venait. C'était quand même intéressant de voir voilà, que c'est quand même une figure historique et emblématique de Google, rien que ça. Donc voilà, donc c'est quand même pas une annonce à prendre à la légère. On pourra se demander qu'est-ce que ça veut dire du coup pour le futur de YouTube justement. Et puis on reviendra, donc on parlait justement d'un concurrent de YouTube avec TikTok. Et ben on continuera sur TikTok avec une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors attendez, je vais vous faire un petit peu de teasing un peu sympa. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne pour le métro australien à Melbourne. Qui avait fait beaucoup parler d'elle et qui était super cute. C'était ça. Alors, j'ai ma vignette. Ok, d'accord. Bah, vous voyez un petit peu là. Mais voilà, c'était ça. Dumb Ways to Die. Avec, voilà, des petits personnages un peu bizarres. Comme ça. Voilà, ça c'est peut-être l'image la plus emblématique avec la famille de petits personnages qui est mort de différentes morts très variées, stupides et bizarres, et qui était une campagne de sensibilisation justement aux manières bizarres de mourir, et notamment sur les transports, comment il fallait faire attention sur les transports. Et c'était pour le métro de Melbourne. Elle avait elle avait beaucoup fait parler d'elle, mais elle date, je crois que ça date de 2012, un truc dans le genre. Donc vous voyez, plus de 10 ans. Et après plus de 10 ans donc que cette campagne est sortie, elle refait parler d'elle de manière virale, puisqu'en fait, vous pouvez retrouver plein de vidéos sur TikTok. Donc on parlera de c'est quoi ce phénomène, pourquoi on voit maintenant tout plein de vidéos de créateurs TikTok qui détournent un petit peu la campagne Dumb Ways to Die en utilisant la musique qui est emblématique. Alors je pourrais pas vous la passer durant l'émission, mais qui détourne du coup la musique emblématique du spot de sensibilisation ici sur cette campagne. Donc assez rigolo. Moi je sais que c'était une campagne qui m'avait vraiment marqué. On en avait beaucoup parler à l'époque. Et de temps en temps, elle revient, parce qu'après, ils avaient fait des jeux, etc. Mais c'est assez intéressant d'analyser un petit peu ces phénomènes de retour dans la mode, quoi. J'avais jamais vu vieux. Bah écoute, elle est vieille, la campagne. Justement, tu devrais l'avoir vue. mais c'est vrai qu'elle a peut-être marqué une génération peut-être un peu plus jeune, parce qu'elle avait un petit côté un peu mignon, etc. Voilà, elle était pas angoissante. Pourtant, elle montrait des trucs un peu angoissants, des personnages qui mouraient, etc. Mais c'était assez rigolo. C'était, je pense que c'était un peu... je sais pas si c'était à la même époque, mais ça me faisait un peu penser à Happy Tree Friends. Alors attendez, je regarde un petit peu dans quelle année... ça a été fait, Happy Tree Friends. Ça date de quand ? Épisode final 2016, ouais, donc c'est un peu la même époque, quoi. C'est assez rigolo, ça. J'étais beaucoup plus à la page sur tout ce qui était animation, d'ailleurs. Je regarde un petit peu la date de Dumb Ways to Die, si j'arrive à le trouver. C'était 2012, ouais. Vidéo créée le 14 décembre 2012, ouais. Donc c'était ça. Donc c'est à peu près la même époque. Voilà, donc on parlera un petit peu du retour, du coup, de la viralité de cette campagne de sensibilisation. Mais pas que, on parlera d'autres choses ce matin, puisqu'on parlera du studio Firaxis. Le studio Firaxis. Mais pourquoi je vais vous parler du studio Firaxis ? Mais c'est plutôt pour leur jeu vidéo Civilisation. Alors bon, pourquoi je m'excite tout d'un coup ? C'est parce que je suis une grande fan. Je joue pas beaucoup à beaucoup de jeux vidéo.
Mais quand j'aime des jeux vidéo, je suis généralement très fidèle. Et Civilization fait partie de mes jeux vidéo favoris all time. Voilà, je crois que je sais pas à combien de Civilization j'ai joué, mais j'adore redécouvrir ce jeu. Voilà, j'adore développer la culture et vaincre mes ennemis en les battant à coups de culture, de commerce, tout sauf la guerre. Mais par contre, s'ils m'attaquent, évidemment, je me défends et je me venge. Mais bon, voilà, donc annonce d'un nouveau jeu Civilization, a priori qui est en train d'être préparé. Belle surprise pour moi, j'espère que ça l'est pour vous, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis on continuera du côté cette fois-ci de Netflix, on fera un petit tour du côté des plateformes de streaming avec d'un côté Netflix qui commence à serrer les fesses en Amérique du Sud après avoir déployé cette nouvelle mesure de faire payer les foyers supplémentaires qui utilisent le même compte. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un premium, vous payez un supplément par foyer ajouté qui utilisera une télé avec le compte Netflix, voilà, et qui sera dans un foyer différent. Donc ça n'a pas été très bien accueilli partout, et donc notamment en Amérique du Sud. Il y a d'autres pays d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, il y a une chute d'abonnements. Plus qu'une chute d'abonnements, c'est carrément une vague de résiliation qui s'est passée. Et donc du coup, Netflix commence un petit peu à revoir ses positions et annonce une baisse de prix assez importante en fonction des pays. On verra justement quels sont les pays concernés. Alors, je vous rassure, peut-être pas, mais je vous préviens, attention, on ne s'emballe pas, c'est uniquement l'Amérique du Sud dans un premier temps. De toute façon, cette mesure de contrer le partage de comptes n'est pas encore présente en France. Donc, pour l'instant, la France n'est pas concernée par une éventuelle mise à jour de prix à la baisse. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est pas du tout le sujet. Mais c'est intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs sur le globe, et donc notamment en Amérique du Sud, avec Netflix. Et on verra que peut-être les conditions sont réunies là-bas pour en effet faire baisser les prix, ce qui n'est peut-être pas le cas chez nous, on en parlera tout à l'heure. Et donc du coup, autre service de streaming qui prend des mesures, c'est Disney. Voilà, c'est pas très étonnant avec le changement justement à la tête de Disney, avec le nouveau ancien, comme vous voulez, Bob Iger qui revient en Bob à la tête de Disney et qui va faire des coupes drastiques dans les dépenses sur les productions de contenu sur la plateforme Disney+. Voilà, donc en effet, il veut plus utiliser les franchises, produire moins de shows, de séries, de contenus, et plus se reposer sur les franchises qui sont a priori des coûts gagnants à chaque fois, ou un peu plus garantis que des nouveaux programmes. Voilà, et donc du coup ça coûte moins cher à marketer parce que les gens sont déjà au courant de ces franchises-là, ça crée un engouement. Et donc du coup, on verra exactement ce que ça veut dire pour Disney. Est-ce qu'il faut craindre le pire, c'est-à-dire pas de contenu intéressant en 2023-2024, ou en tout cas dans les années à venir? On pourra en parler ensemble tout à l'heure. Et puis, on terminera avec un hommage. On l'a appris hier avec la maison de production Toei qui a communiqué sur le décès d'une des personnalités phares du mangaka. C'est évidemment Leiji Matsumoto, le papa d'Albator. Voilà, donc là, c'est moment nostalgie. Pour ceux qui ne connaissent pas Albator, allez au moins chercher Albator sur Internet pour regarder le générique. C'est évidemment un manga et un animé japonais, puisque ça a été adapté. Beaucoup des œuvres de Leiji Matsumoto ont été adaptées en animé japonais, et voilà, et donc c'est aussi le papa du film Interstellar 555 ou 5555, je sais jamais le nombre, évidemment le film à l'origine qui est venu supporter et accompagner la sortie de l'album Discovery des Daft Punk, Cocorico, et donc qui a marqué de sa touche graphique vraiment la sortie de cet album, et qui a associé vraiment définitivement la patte Leiji Matsumoto au couple de musique électronique Daft Punk. Voilà, donc
C'est le papa de Galaxy 99. Alors voilà, moi je dis Albator, mais il y en a qui carrément utilisent le nom d'origine Captain Harlock. Moi, c'est vrai que je l'ai toujours connu sous Albator. Alors moi, j'ai pas regardé Albator, hein, c'était pas ma génération, mais je connais quand même le générique. C'est assez, c'est quand même un personnage emblématique des animés japonais. Et moi, j'étais quand même nourrie aux animés japonais, pas vraiment ceux-là, mais je serais ravie de vous partager ceux qui ont marqué mon enfance. Voilà, donc on fera un petit hommage justement à cette grande figure de l'animé japonais en fin d'émission. Voilà pour le programme ce matin. Je vous ai fait un vrai sommarion ce matin. On va prendre notre temps. Il est 8h15. Je vous propose d'enchaîner avec le kawa. Et voilà, on commence avec les news tech ce matin et on commence avec la fameuse mesure du gouvernement. Alors c'est quoi cette fameuse mesure du gouvernement ? Eh bien c'est a priori un filtre numérique. Alors justement ça a été annoncé hier par le ministre délégué chargé de la transition numérique, monsieur Jean-Noël Barrot, et il l'a annoncé carrément sur France Info et il a dit voilà c'est pour lutter contre une très forte progression de l'insécurité numérique, et donc il annonce un filtre anti-arnaque. Le but de ce filtre, c'est d'alerter les internautes quand ils cliqueront sur un lien qui dirige vers un site frauduleux. C'était une promesse d'ailleurs de la campagne d'Emmanuel Macron, et là on voit que du coup il essaye d'appliquer les promesses qu'il avait fait lors de sa campagne. Et donc du coup concrètement ça va prendre quelle forme au niveau de l'expérience des utilisateurs ? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez cliquer sur un lien qui mène potentiellement sur un site frauduleux, vous serez alerté du risque que représente ce site, mais vous aurez quand même la liberté, évidemment, d'y aller. Vous aurez juste reçu un avertissement pour vous prévenir. Voilà, donc le but évidemment c'est de faire de l'espace numérique un espace de confiance et il travaille justement pour que à l'horizon de la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en septembre 2023, donc cette année à la rentrée, une première version expérimentale qui serait disponible pour qu'elle soit généralisée à l'horizon des JO 2024. On a toujours cette espèce de résurgence ou d'augmentation de risques sur Internet lors d'événements mondiaux. Et donc, c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est un bon test. Et les JO 2024, c'est un enjeu très, très important, évidemment pour la France, mais pour le monde. Et donc, du coup, pouvoir s'assurer de la sécurité sur l'espace numérique, c'est un enjeu assez important. Donc ça, c'est une première mesure, mais a priori, ce ne serait pas la seule, puisque justement, ce même ministre a rappelé la mise en place à venir d'un autre outil qui avait été promis pour la fin de l'année, qui s'appelle le Cyberscore. Alors, Cyberscore, ça va peut-être vous faire penser à autre chose qu'on connaît déjà, qui s'appelle le Nutri-Score. Eh bien, c'est un petit peu le même principe. Autant le Nutri-Score va vous donner une indication sur le score de qualité des aliments, en termes de qualité nutritive pour pas qu'ils soient trop sucrés, salés, etc. Bref, vous dites que si vous prenez par exemple un paquet de céréales noté A, il sera meilleur pour la santé que si vous prenez un paquet de céréales noté E, voilà, en toute logique. Et donc l'idée, c'est de vous aider à faire le meilleur choix pour votre santé, vous aider à choisir avec ce type de critères qu'est-ce qui est mieux pour votre santé. Et donc là, c'est pas forcément sur la santé ou quoi que, mais c'est plutôt donner un score pour les sites les plus consultés, d'avoir un indicateur qui va du vert au rouge et qui précise surtout à l'internaute si les données personnelles ou les données de paiement qu'il va déposer sur ce site sont sécurisées ou non. Voilà, donc là encore, c'est pour accroître la sécurité dans l'espace numérique et vous donner une indication sur la fiabilité, sur le traitement des données personnelles que vous laissez sur les sites. Donc je trouve ça pas mal. Moi, comme indication, je trouve qu'en plus, le Nutri-Score, on peut critiquer les mesures, mais
Voilà, pendant longtemps, j'entendais, moi, des diététiciens ou nutritionnistes qui disaient non, mais c'est simple, il faut regarder le truc de glucides, de machin, etc. Moi, je suis là, franchement, non, quoi. En fait, j'ai juste la flemme, je prends pas le temps. Non, je vais pas comparer deux paquets de céréales pour voir lequel a plus de glucides, etc. Alors, je pense qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Notamment, je pense aux personnes atteintes de diabète. Là, elles vont devoir regarder justement les taux de sucre, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut rendre l'expérience assez laborieuse. D'avoir un repère visuel facile à comprendre, comme cette espèce de Nutri-Score ou ce score de traitement et de sécurité des données personnelles laissées sur les sites, c'est plus facile à comprendre. Alors surtout que bon, sur les aliments, vous aviez d'autres manières de voir ça, mais sur les sites internet, c'est pas évident de savoir si les traitements des données étaient bien faits ou pas, à moins d'aller vous amuser peut-être à lire les conditions générales d'utilisation du site ou du service. C'était pas forcément une partie de plaisir non plus. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. C'est un instrument qui a été adopté définitivement par le Parlement il y a 1 an et qui permettra justement de valoriser les sites qui sécurisent les données de leurs internautes et d'inciter ceux qui ne le font pas du coup à le faire, parce que le but, ça ne sera pas d'être mal noté, parce que ça va encourager la méfiance des utilisateurs, et on va y repenser à 2 fois avant de créer un compte et de laisser des données là-dessus, quoi. Et à juste titre. Donc vous en pensez quoi justement dans la chatroom de ces espèces d'indications? Alors, il y a à la fois donc cette espèce de filtre anti-arnaque qui va vous prévenir lorsque vous cliquez sur un lien qui semble être un site internet frauduleux, et à la fois cette espèce de score de traitement et de la sécurisation des données personnelles. Ça sera une extension navigateur. Alors, je ne sais pas, Harfer, sous quelle forme ça va prendre. Je pense que le gouvernement aimerait éviter que ça prenne, que les internautes doivent installer quelque chose de supplémentaire. Mais je ne sais pas exactement techniquement comment ils vont pouvoir faire ça. S'il y a des gens qui ont des informations d'ailleurs dans la chatroom, je suis intéressée pour savoir concrètement comment ça va pouvoir se déployer. Je suis assez curieuse, ouais. Est-ce que ça va être via le biais des FAI, des fournisseurs d'accès Internet? Je ne sais pas. Je me demande. Il est temps de faire un Yuka du web complètement indépendant. Ouais, alors Yuka est intéressant en effet, où tu peux scanner les codes barres des aliments pour trouver des alternatives plus saines et qui va te donner justement des renseignements faciles à comprendre sur les qualités nutritives des aliments. Moi, il m'a beaucoup aidé, en effet. Je le faisais pas mal, mais c'est pas quelque chose que j'ai continué à faire au quotidien. Mais ça peut t'aider à changer changer tes habitudes, et à trouver des alternatives plus saines. C'est ça que moi j'aimais bien chez Yuka, c'est quand il y a, par exemple, un aliment qui te fait envie, ou voilà, je parlais de céréales, prenons un paquet de gâteaux qui te fait envie. Et ben en fait, il peut t'aider à trouver une alternative qui est un peu plus saine. Voilà, donc ça, je trouve ça assez intéressant. Il te laisse pas en plan, quoi. Full 95, je suis désolée de parler d'autre chose, mais vous ressemblez tellement à ma prof d'anglais que je n'ose pas partir du stream de peur de prendre une absence. C'est excellent. Écoute, Full, t'es coincé en cours d'anglais. Alors, je parle pas anglais, je préviens. Enfin, je parle pas anglais. Là, durant l'émission, je vais pas parler anglais. Donc, ne crois pas que c'est un cours d'anglais, mais en tout cas, c'est pas mal pour nous. Hein. Tu restes coincé ici. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ce serait un système de notation par les utilisateurs. Non, je pense pas pardon. Je pense pas que ce sera un système de notation fait par les utilisateurs, parce que du coup, tu poses les utilisateurs comme les meilleures personnes pour évaluer la sécurité d'un site. Je pense pas que ce soit le cas. Non, je pense que ça viendra du respect de la manière dont les données personnelles sont traitées. Alors, comment ils vont vérifier ça? C'est une bonne question aussi. Je pense que c'est une bonne initiative pour protéger les personnes âgées qui ignorent le fonctionnement d'Internet. Peut-être. Salut Flonflon. J'adore vos streams, merci beaucoup. Bon, bah tant mieux, t'es en bonne compagnie alors, ça va. Ne regarde pas la vidéo pour pas voir ta prof d'anglais. Il y a un terreau à la fin ou pas? Mais non, quelle horreur.
Le gouvernement s'occupe vraiment de trucs futiles face à la crise climatique. Écoute, Manon, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense qu'un gouvernement a plusieurs volets et sur lesquels les enjeux sont très, très importants. Et je suis d'accord avec toi, l'enjeu climatique est critique, mais c'est pas le seul sur lequel le gouvernement devrait travailler. Et je veux dire, ils sont relativement assez nombreux quand même au gouvernement pour espérer qu'ils arrivent à travailler sur plusieurs sujets en parallèle. Quand même, sinon tu te dis tu les payes à faire quoi. Donc non, non, là je suis pas d'accord, je trouve pas ça très très juste. Et franchement, quand on voit ce qui pullule sur Internet et sur le danger que ça peut représenter aux personnes les moins averties, mais même celles qui sont averties, c'est bien d'avoir ce genre de... Enfin, moi je trouve, c'est mon avis très personnel, je trouve ça bien d'avoir ce type de mesure. Après, quelle forme exactement et techniquement comment ça va être proposé, j'en sais rien. D'ailleurs, pourquoi ne pas intégrer l'environnement à la notation des sites? Je pense que c'est pas encore très très évident de comment le faire. Et puis surtout, les données sont pas tout le temps accessibles pour tous, donc tu risques de pénaliser aussi pas mal ceux voilà, enfin, pour traquer cette information, je pense pas que ça soit super évident. Donc à voir. Limiter les arnaques en ligne permettra de limiter les vols et donc au lieu de rembourser les victimes de vols en ligne, on garde l'argent pour autre chose. Aussi, aussi. Flo. Madame Yakarado qui copie sur moi, ça promet, hein. Soyez sage là dans la chatroom là, s'il vous plaît. Fini les bavardages. Je vais faire fuir tout le monde. Voilà donc en tout cas pour les mesures et les promesses du gouvernement. On pourra voir ensemble quand ça sera implémenté, on pourra tester, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous aide ou pas, voilà, dans le futur. Mais passons à la news principale du jour, c'est évidemment le changement à la tête de YouTube. Je pense que ça va vous intéresser, en tout cas nous, ça nous intéresse évidemment chez Naotech. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est dans un billet de blog, tout simplement, que la CEO actuelle de YouTube a annoncé son départ. Donc Suzanne Wojcicki a récemment annoncé sa démission. Elle a travaillé chez Google pendant 25 ans et elle est également, petit fait rigolo que je ne connaissais pas, elle est également la propriétaire du garage dans lequel la firme de Google, de Mountain View, a été créée. Rien que ça. Donc ça, c'est assez rigolo, je ne connaissais pas cette anecdote. En tout cas, dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer pour YouTube? Tout simplement, Suzanne Wojcicki va accompagner son successeur à la tête de YouTube. Son successeur, ça va être qui? Ça va être Neil Mohan. Il occupait le poste de chef de produit et il sera désormais vice-président senior. Et donc le but, c'est pour du coup l'ancienne CEO de YouTube d'occuper à la suite de cette transition, de cet accompagnement du nouveau CEO Neil Mohan, de plutôt après occuper un poste de conseillère chez Google et Alphabet. Donc elle va pas quitter complètement la boîte, elle va plutôt se recentrer ses activités sur du conseil, là où elle peut vraiment accompagner le portefeuille des sociétés d'Alphabet. Et c'est également justement ce qu'elle dit elle-même dans ce billet de blog, je vais la citer. Cela me permettra de faire appel à mes différentes expériences au fil des ans pour offrir des conseils et des orientations à travers Google et le portfolio des sociétés Alphabet. C'est une période extrêmement importante pour Google, cela me rappelle les premiers jours, une innovation produit et technologique incroyable, d'énormes opportunités et un mépris sain pour l'impossible. Voilà, donc c'est sa déclaration en tout cas. Qu'est-ce qui se passe du côté de YouTube, ou en tout cas quels sont les enjeux du côté de YouTube? La plateforme, elle, doit continuer à développer ses shorts. Les shorts, je vous rappelle, c'est le concurrent de TikTok. Et pour Google, 2023 va être une année très très importante puisque la firme est engagée dans une course à l'intelligence artificielle contre Microsoft. On l'a vu avec Bing et Bard. Voilà, donc alors attendez. J'ai un doute. Bard, c'est lequel? Et Bing, c'est Microsoft, c'est sûr. Mais est-ce qu'il a un petit nom au-delà de Sydney? Je me souviens plus. Mais bref, je crois que Bard, c'est celui de Google, non? Oui, voilà. Bard Googler, ouais, c'est ça.
Quelle merde intellectuelle, les formats courts. Oh, Technicevoir, je trouve un petit peu tranché. Moi, par exemple, j'adore les formats courts de Naotech. Alors, moment auto-promo. Si vous n'aimez pas TikTok ou vous ne savez pas quel compte suivre sur TikTok, je vous conseille de suivre le compte Naotech. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font des petits formats courts sur un des sujets du mug chaque jour. Donc, c'est super rythmé, court à regarder. Et donc, vous pouvez suivre un petit peu l'actu. Même si vous avez regardé le mug, honnêtement, c'est très, très divertissant, très agréable à regarder. Et ça informe, vous passez un bon moment. Donc, voilà. Donc, c'est le moment de vous abonner tout simplement au compte TikTok de Naotech. Vous verrez qu'il y a de la qualité sur TikTok. Il n'y a pas que des trucs un peu débiles. Il y a des créateurs très créatifs, sur TikTok. Non, mais vraiment, je plaisante pas. Alors, moi, c'est pas forcément ma plateforme privilégiée, mais je me suis fait une timeline de bonne qualité, hein, honnêtement. Je regarde un petit peu les comptes que j'ai pour voir si je peux vous en conseiller d'autres en plus de Naotech. C'est-à-dire uniquement si vous vous abonnez à Naotech, vous pouvez vous abonner aux autres. Alors attendez, je tombe justement sur une story de Naotech. Mais vous avez quoi comme... hop, je vais prendre les suivis parce que sinon il me met de la merde. Il y a Flonflon sur TikTok. Donc Flonflon aussi, c'est sympa à suivre. Donc il y a ça. Moi je me suis mise à suivre Dumb Ways to Die parce qu'on va en parler tout à l'heure justement. Qu'est-ce qui est sympa à suivre ? Il y a Catnips que moi j'adore, qui est de l'animation avec un petit personnage comme ça. Qui me fait toujours hurler de rire avec ses petites stories. J'adore le style de dessin en plus, donc je vous encourage vraiment à suivre. Il y a quoi d'autre de sympa ? Il y a des comptes sur la santé. Moi, je suis Dr Nock. Il y a des choses assez innovantes. Je suis aussi pas mal d'animateurs qui montrent un peu le derrière de leurs travaux d'animation, moi que je trouve vraiment fascinant. Là, il y a Lawrence Lawrence Baker, et qui montre Betty Boop, comment il ou elle anime Betty Boop pour faire la vidéo. Je trouve ça super impressionnant. Vous voyez en stop motion le temps que ça peut prendre. Et généralement, vous avez le résultat final et tout pour voir ce que ça donne. Enfin, je suis fascinée par ça, donc moi, je le suis. Et vous avez d'autres comptes rigolos. Donc oui, il y a de la qualité sur TikTok. Voilà, hein. Il faut rester ouvert d'esprit, ouvrez vos chakras. Donc revenons à nos moutons quand même, parce que là, je suis partie dans une tirade sur TikTok, mais en fait, je voulais quand même parler de YouTube à l'origine. Et donc de YouTube... Donc, on va avoir un changement de CEO. YouTube est quand même à une année un peu charnière, on va dire, hein, avec un petit désamour des créateurs de contenu, les formats short qui galèrent un petit peu face à TikTok, l'intelligence artificielle côté Google, mais on ne sait pas un petit peu si YouTube va essayer de l'utiliser ou pas sur sa plateforme, et à quel but dans ce cas-là. Donc plein de choses qui vont être intéressantes à voir. Je vous ai pas montré du coup le nouveau chef de YouTube, the new head of YouTube, c'est donc Neil Mohan. Vous voyez, il a l'air très très sympathique. Donc on va voir ce qu'il va nous réserver. En tout cas, Neil Mohan, c'est qui ? C'est une personne qui est a priori très favorable à la blockchain et au Web 3 ou Web 3.0, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et en 2022, notamment, il avait évoqué l'intérêt des NFT pour les créateurs. Donc là, petite citation de sa part. « Nous pensons que les nouvelles technologies telles que la blockchain et les NFT peuvent permettre aux créateurs de nouer des relations plus profondes avec leurs fans. Ensemble, ils pourront collaborer sur de nouveaux projets et gagner de l'argent d'une manière qui n'était pas possible auparavant. » Donc là, c'est pouvoir permettre
aux créateurs de monétiser leur contenu de différentes manières. Donc à voir hein, si ça va se concrétiser, si c'est la priorité en 2023, peut-être pas, mais en tout cas, ça serait intéressant d'avoir du sang neuf à la tête de YouTube. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Et donc du coup, pour la petite anecdote pour Suzanne Wojcicki, qui est propriétaire du fameux garage où a vu le jour YouTube, et donc elle louait en fait aux créateurs de YouTube, bah, à l'époque, c'était en quelle année En 98. C'est en 98, un truc dans le genre. Oh, j'avais 10 ans. J'avais... Ouais, 11 ans. 11 ans. Et donc du coup, elle louait. À l'époque, elle travaillait chez Intel, au département marketing d'Intel, et elle louait en fait son garage aux créateurs de Google. Le loyer était de $1 700 par mois, et Wojcicki du coup avait fini par rejoindre l'équipe. Justement, elle est la 16e employée de Google et a été chargée du marketing. Donc vraiment, quand on parle d'une employée de longue date, c'est pas rien hein, quand même. 16e employé de Google, joli quand même. Et c'est en 99 où ils avaient quitté le garage pour occuper de vrais bureaux. Donc voilà pour la petite anecdote rigolote du garage de Suzanne Wojcicki qu'elle louait aux créateurs du coup de YouTube, de Google. Voilà pour la petite anecdote. J'ai pas dit merci à ceux qui nous soutiennent ce matin, donc j'en profite avant de passer à la prochaine news pour faire une petite série de merci. Merci à Spégadron, je reviens pas d'avoir réussi à dire ton pseudo du premier coup. Spégadron qui s'est réabonné donc 6 mois consécutifs. Un grand merci pour ton soutien, ça fait chaud au cœur. Un grand merci également à Liberacura pour ton abonnement. Un grand merci à toi et un grand merci également à Déclic 43. Ça 26 mois d'abonnement, si c'est pas de la fidélité, de la loyauté, ça, si c'est pas beau un peu, un grand merci à vous. Le fait de nous soutenir, que ce soit via Prime, via Twitch, via des liens d'affiliation, via Patreon et un don de 1 ou 2 euros par mois par exemple, ou autre, en regardant les vidéos, en les partageant autour de vous, vraiment ça nous aide. Alors évidemment, si vous avez les moyens, nous soutenir financièrement, ça nous aide vraiment à rémunérer les personnes qui travaillent à plein temps pour la chaîne. On a des gens quand même derrière qui travaillent tous les jours pour vous produire ce contenu de qualité, donc on espère que vous trouvez de qualité, informatif et divertissant. Voilà, donc un grand merci à vous de pouvoir nous permettre de continuer l'aventure. Voilà. Petit café devant la matinale, donc ça va. C'est parfait. C'est parfait. Et donc du coup, pensez, si vous voulez nous offrir un petit café à nous aussi pour pouvoir nous rémunérer, c'est pas mal. Voilà, 1-2 euros par mois. Ça peut vous sembler pas beaucoup, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Voilà pour le petit interlude remerciement. Je vous propose de continuer avec TikTok. On vient de parler de YouTube et notamment justement de son format short qui est donc pour lutter contre les formats courts de TikTok. On va parler maintenant de TikTok et d'un phénomène de viralité concernant la campagne de prévention et de sensibilisation qui s'appelait Dumb Ways to Die. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous passer le son et je vais vous donner uniquement un extrait parce que je voudrais pas qu'on se fasse striker ou quoi que ce soit sur Twitch. Donc je vais voir si je peux vous montrer un petit extrait sympa, très court pour montrer un petit peu voilà, c'est quoi comme campagne. Hop. Mais voilà, donc le principe, c'est que vous avez plein de petits personnages comme ça que vous voyez qui vont être imprudents et donc vont mourir à cause de ça. Donc là, vous voyez, ils traversent les rails pour choper le ballon et évidemment, il y a un métro qui arrive à ce moment-là. Et donc ensuite, vous pouvez retrouver les différents personnages qui sont morts bêtement en train de chanter le refrain « Dumb Ways to Die » ici. Et donc, vous en avez plein de différents, quoi.
Voilà, d'autres petits comme ça qui font toujours leur petite chorégraphie, etc. Très synchro. Il y en a un qui meurt en se faisant enflammer les cheveux et compagnie. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'est cette campagne. Et en plus, vraiment la force de cette campagne, c'est la musique pour le coup, parce qu'elle est vraiment entêtante. C'est très très facile à retenir et donc c'est pour ça qu'elle a eu aussi beaucoup de succès. Donc voilà, donc pour vous faire la petite histoire, c'est une campagne qui avait été conçue par l'agence de publicité McCann. Elle prend la forme de pages dans des journaux, d'annonces sur les radios locales, d'affiches dans les rues et dans le réseau du métro, ainsi que sur Tumblr, et donc de ce petit spot de publicité, de sensibilisation. Et Dumb Ways to Die, ça veut dire évidemment les manières stupides de mourir. Et donc c'était pour le métro de Melbourne en Australie pour promouvoir la sécurité ferroviaire. Voilà, donc ça avait été créé le 14 décembre 2012. Elle était devenue à l'époque très rapidement virale, justement, sur son efficacité. Et donc du coup, la société McCann estime qu'en 2 semaines, la campagne a généré une valeur médiatique d'au moins 50 millions de dollars et plus de 700 articles dans les médias pour une fraction du coup d'un spot télé. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et la campagne a contribué à une réduction de plus de 30% des accidents évités de justesse, passant de 13,29 par million de kilomètres sur la période de novembre 2011 à janvier 2012 à 9,17 millions de novembre 2012 à janvier 2013. Donc quand même une belle baisse quand même. La vidéo a été développée quand même, voilà, il faut quand même reconnaître les créateurs, par Pat Barron, animée et réalisée par Julianne Frost et produite par Cinnamon Darval et Mark Bradley. Elle sort sur YouTube le 14 novembre 2012 et elle trouve son public 2 jours plus tard. Elle est basée évidemment sur de l'humour noir. Elle présente, donc, comme je vous l'ai montré, d'adorables petits personnages qui se donnent la mort de manière de plus en plus stupide, dont 3 personnages se faisant tuer par le métro à cause de leur comportement dangereux. Donc c'est là où on rejoint justement cette campagne de sensibilisation. Et donc en 2 semaines, donc elle est vue par 2,5 millions de personnes dans l'espace de 48 heures, 4,7 millions un jour plus tard, et en 2 semaines, plus de 28 millions d'internautes la visionnent, et 85 parodies sont créées. Donc vraiment, il y a vraiment un effet de viralité. Mais ça se termine pas là, puisque justement, à la suite de ce clip vidéo, il y a eu notamment des applications, des petits jeux mobiles qui sont sortis sur iOS, qui vont justement surfer sur la vague de popularité de la campagne de sensibilisation pour continuer à développer le concept sur des applications et des jeux mobiles développés avec Playside. Qui a permis de développer des sequels sur Dumb Ways to Draw, Dumb Ways to Dash, etc. en 2018 et en 2021, puisque la société avait acquis les droits sur la série de jeux. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Tout simplement, il y a un utilisateur TikTok qui a créé un template de vidéo qui utilise la chanson donc du spot animé avec un petit template qui reprend Dumb Ways to Die pour rythmer, et les gens vont se filmer en train de faire des choses bizarres ou vont filmer les gens ou les autres en train de faire des choses stupides. Et pour dire combien c'est stupide, ils vont utiliser ce template Dumb Ways to Die. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Si vous cherchez le hashtag Dumb Ways to Die sur TikTok, vous tombez sur toute une série de vidéos. Il y a même un compte TikTok Dumb Ways to Die officiel. Je me suis mis à le suivre pour voir. Et là où c'est intéressant, c'est pourquoi c'est devenu viral. Et il y a un article assez intéressant de DigiDay qui parle justement à une personne de la société Playside qui avait racheté les droits des jeux et qui essaye de comprendre un petit peu pourquoi ça a gagné en viralité et en popularité plus de 10 ans après, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette campagne de sensibilisation a marqué les esprits d'une certaine génération, des jeunes qui sont aujourd'hui en âge d'être sur TikTok. Donc c'est vraiment
les enfants qui sont aujourd'hui sur TikTok et qui vont retrouver cette nostalgie de voir ce spot et vont pouvoir l'utiliser et ce qui avait marqué leur enfance et maintenant l'utiliser aujourd'hui. Donc il y a vraiment cet aspect de surfer sur un aspect de nostalgie avec cette musique. On n'a pas du coup ce qui est intéressant c'est que avec cette viralité qui prend forme sur TikTok, les gens vont se renseigner, les gens vont aller voir d'où ça vient, potentiellement télécharger les applications mobiles et donc des jeux qui sont sortis en 2018 et compagnie vont avoir une seconde vie. Encore une fois, ils sont propulsés en numéro 1 de l'App Store alors que le jeu a 10 ans. Ils vont être encore propulsés sur l'App Store en premier jeu. Je trouve ça assez fascinant, quoi. Alors, on n'a pas de chiffres très clairs sur le nombre de téléchargements, etc. Mais en tout cas, ce que nous dit la société, c'est qu'ils ont eu 1,6 million de followers sur TikTok déjà suite à la viralité sur TikTok. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il y a évidemment le risque sur TikTok de promouvoir des actions stupides, puisque quand même l'origine c'est de la sensibilisation justement contre les dangers de comportements stupides. Je perds mes mots. J'arrive pas à trouver mon mot, mais bon, bref, de pas être prudent ou de pas faire attention à certains éléments et être reckless. Enfin, j'arrive pas à retrouver mes mots français. Excusez-moi. Être imprudent, on va dire ça comme ça. Voilà, être imprudent, avoir des comportements imprudents. Et donc le but c'était de sensibiliser, mais du coup avec cette campagne de virale et ce template, ça pourrait encourager en tout cas certaines personnes à faire des actions très stupides pour pouvoir utiliser ce template qui est très viral en ce moment, qui a la cote de popularité, etc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent l'ADN en tout cas de Dumb Ways to Die, c'est de prévenir ces comportements imprudents. Et donc, ils font toujours très, très attention. Avec leur compte TikTok, ils essayent de pas montrer de drame. Voilà, c'est l'effet Jackass, mais c'est pas forcément encourager l'effet Jackass. C'est plutôt se dire, attention, vous voyez qu'en faisant ça, ça a l'air cool, mais en fait, ça termine pas bien. Donc, il y a quand même ça. Voilà, c'est des comportements irresponsables en effet. Et donc du coup, je trouve ça quand même assez intéressant où ils vont pas faire ça à tout prix. Ils veulent garder l'ADN de campagne de sensibilisation qui reste vrai à la campagne de Dumb Ways to Die. Donc je trouve ça quand même intéressant parce qu'ils sont au courant du risque que ça pourrait représenter sur TikTok, où ce serait pas la première fois qu'on a un phénomène qui se développe de manière virale et qui va encourager des comportements très très dangereux. Ici, c'est plutôt vraiment pour prévenir ces comportements dangereux. Mais je trouve ça vraiment rigolo d'avoir une campagne qui date de plus de 10 ans ressurgir de cette manière-là et d'être toujours aussi actuelle, aussi efficace. Donc voilà, vraiment les bonnes campagnes, des fois, elles prennent pas une ride, quoi. Je vous encourage à aller jeter un œil sur le spot si vous l'avez jamais vu. Swan Life qui dit « Je le savais, tu es bien prof d'anglais ». Non, mais en fait, je travaille toute la journée en anglais, donc du coup, des fois, je galère un peu, quoi. Et en plus, l'article est en anglais aussi. Donc du coup, faire des traductions en temps réel de bon matin, c'est pas forcément évident, quoi. Voilà, on enchaîne avec le prochain article que je voulais mentionner ce matin. C'est une toute petite brève, mais j'ai pas pu m'empêcher quand même de la placer ce matin. C'est a priori l'arrivée d'un nouveau jeu Civilization. Plus de 6 ans après le dernier opus en date de la série, Firaxis a confirmé travailler sur un nouveau jeu de Civilization. Alors on n'a pas d'informations sur la date de sortie, sur qu'est-ce qui va changer par rapport à l'ancienne version du jeu, etc. On n'a vraiment aucun détail. Mais le studio a simplement indiqué que Ed Beach est le directeur créatif sur le projet. Il a plus de 15 années d'expérience à travailler sur la licence, y compris récemment en tant que lead designer sur Civilization 6. Voilà. Donc excitant.
Il y a Tech2 Interactive, hein, c'est la maison mère de Firaxis, qui a partagé l'information tout récemment dans un communiqué de presse. Il a annoncé du coup un certain nombre de changements dans les équipes au sein du studio. Il y a le directeur de ce dernier, Steve Martin, qui quitte Firaxis après 17 années en tant que président. Et c'était une position à l'époque qu'il avait hérité du cofondateur de Firaxis, de Jeff Briggs en 2006, et c'est Heather Hazen, jusqu'à présent directrice des opérations pour le studio, qui va reprendre la gestion des opérations quotidiennes de Firaxis. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de changements au sein du studio. Ça va potentiellement encourager peut-être une nouvelle approche aussi sur le jeu, peut-être des nouveautés, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est quand même une belle surprise d'avoir cette annonce. Voilà. On avait d'autres départs annoncés. On a Jacques Solomon, après 23 années en tant que designer pour le studio, qui était donc un des employés les plus connus du studio Firaxis, notamment sur son travail pour la saga XCOM et Marvel's Midnight Sun. Il s'en va pour poursuivre de nouvelles opportunités. Hein. Il pense qu'il a fait le tour, en tout cas, de ces jeux, de ce type de jeu tactique en tour par tour, et il a envie d'explorer d'autres projets. Et de laisser d'autres personnes tout aussi brillantes que lui, évidemment, prendre le relais. Voilà, donc beaucoup de changements à voir et à prévoir, en tout cas pour le studio Firaxis, avec cette annonce du fait que le studio est en train de travailler sur Civilization. Alors on a, encore une fois, pas de date de sortie. Moi, je suis excitée. Civilization, ça vous permet de développer votre civilisation et d'imposer votre dominance sur le monde, soit par la culture, la religion, le commerce, la guerre, etc. Bref, il y a plein d'aspects différents, vous pouvez les combiner aussi. Moi, je suis une grande fan. Il y a Jérôme qui dit sortie de Civilization 7, j'annoncerai un burn-out pour m'enfermer 3 mois. Alors, est-ce que tu crois que si je dis aussi burn-out et qu'on a un burn-out en même temps, ça va sembler louche? On prendra un congé de 3 mois. C'est super, nous dit qu'est-ce quoi. Leur récent DLC devenait un peu plat, je trouve. Hâte de voir ce que va donner le prochain. On va voir ça, ouais. Je regarde un petit peu. Je vais poser des vacances à ce moment-là, nous dit Caribou aussi. Ça promet. Il va y avoir une grande grève générale à la sortie de Civilization 7. On verra. Mais bon, voilà, c'était une petite brève, mais au moins vous êtes au courant. Je vous propose d'enchaîner plutôt sur la partie streaming cette fois-ci, et on va parler de qu'est-ce qui se passe chez Netflix avec cette histoire de partage de comptes qu'ils tentent de bloquer un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous rappelle que depuis l'année dernière, puisque en Amérique du Sud, c'est des tests qui ont été commencés il y a quand même un certain temps, Netflix essaye de tomber sur les comptes qui essayent de faire du partage de comptes et pour s'assurer que il n'y a pas 2 personnes ou 3 personnes qui utilisent le même compte alors qu'ils ne font pas partie du même foyer pour mutualiser entre guillemets le coût et le prix d'un abonnement Netflix. Tout ça parce que tout simplement ils veulent augmenter leurs revenus et ils étaient autant un petit peu laxistes au début, là ils deviennent de plus en plus sévères là-dessus. Leur technique pour tomber sur ces comptes, c'est d'empêcher en fait de viser les personnes qui utilisent Netflix sur différentes télés qui sont situées à des endroits géographiques différents mais qui utilisent le même compte Netflix. En fait, ils vont partir du principe que du coup ce sont des foyers différents et que généralement on vit à un endroit principal, c'est le foyer principal, et que du coup pour tout foyer additionnel qui est situé géographiquement à un endroit différent, donc avec une télé à un endroit différent, il faudra du coup payer
un prix supplémentaire ou un supplément sur son abonnement pour pouvoir utiliser son même compte Netflix dans différents lieux géographiques. Voilà. Donc ça, c'est pas encore arrivé en France. Voilà, je préviens, je rappelle que ce n'est pas arrivé en France, mais ça a été mis en place dans plusieurs pays. Et notamment, ça a été mis en place côté Nouvelle-Zélande, Canada, Portugal, Espagne, et depuis beaucoup plus longtemps en Amérique latine, notamment Bolivie, Venezuela, le Salvador, Cuba, le Panama, le Honduras, le Paraguay, la République dominicaine et quelques autres territoires aussi. Voilà, et donc du coup, ça, l'Amérique latine a été touchée, ou en tout cas, le changement s'est fait il y a quand même un petit temps. Le but de Netflix, c'était d'espérer qu'un maximum de personnes allaient investir dans un accès supplémentaire pour la plateforme. Mais du coup, il y a eu un petit peu l'effet inverse a priori, c'est-à-dire que depuis quelques temps, ou en tout cas, on a déjà vu une vague de mécontentement avec des hashtags sur Twitter suite au changement en Espagne, Portugal ou encore au Canada. Il y a le hashtag notamment Adios Netflix qui a trendé un petit peu sur Twitter, où les gens font une capture d'écran du fait qu'ils se sont désabonnés à Netflix. Et notamment en Amérique latine, on est à un stade beaucoup plus important puisque ça fait plus longtemps qu'ils le testent. Ça faisait partie des premiers pays et des premières zones géographiques où ils testaient justement cet aspect plus strict de limitation de partage de comptes. Et donc du coup on le voit, il y a eu une grosse vague de résiliation de comptes Netflix, et donc du coup ça a amené Netflix à agir. Alors comment ils ont agi ? Tout simplement ils ont annoncé le 13 février dernier, les abonnés ou anciens abonnés de la plateforme ont reçu un mail intitulé « Le meilleur divertissement a maintenant un prix mensuel inférieur ». Et donc, du coup, le but, c'est une baisse de prix généralisée en Amérique latine. Alors, plus précisément, c'est quoi le changement ? Alors, par exemple, en Bolivie, Cuba, Venezuela, Nicaragua et Paraguay, on a donc les 3 formules, essentiel, standard et premium. Donc, le forfait ou l'abonnement essentiel passe de 7,99 à 3,99 $. Je veux dire, c'est divisé par 2 quand même ici. L'abonnement standard passe de 10,99 à 5,99 $. Et là aussi, on divise par 2 le prix. On a la formule premium qui passe de 13,99 $ à 7,99 $. Et en fonction des pays, les baisses sont plus ou moins importantes. Par exemple, au Salvador, République dominicaine, Honduras, Équateur et Guatemala, on a la baisse n'est pas aussi importante. Par exemple, le essentiel n'est pas à 3,99 $ mais à 4,99 $. Donc il y a un dollar de différence. Le forfait standard passe à 7,99 $ et non à 5,99 $. Mais c'est quand même une baisse importante. Netflix Premium dans ces pays-là ne passe pas à 7,99 $ mais à 10,99 $. C'est quand même une baisse de 3 $. Voilà. Et au Panama, là aussi, on a une baisse qui est encore un peu moins inférieure, mais parce que les prix étaient déjà supérieurs à l'origine ici. Donc voilà, donc on a une baisse de prix généralisée en Amérique latine, en fonction un petit peu des prix qui étaient déjà fixés. Et ces pays comptent parmi ceux dans lesquels Netflix avait choisi de tester très tôt le blocage de partage de comptes. Et donc du coup, ils ont déjà plus de données justement sur la vague de désabonnement et sur l'effet positif ou négatif finalement qu'a eu cette mesure de blocage de partage de comptes dans ces pays. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis il y a un autre contexte assez intéressant à prendre en compte. C'est qu'il y a eu l'arrivée de Sky Showtime dans ces territoires, donc République dominicaine, Salvador, Honduras et Guatemala, qui a certainement contribué à prendre des parts de marché de Netflix, puisque tout simplement ce service promet 100 000 heures de divertissement pour moins de 3 € par mois. Donc évidemment, c'est très difficile pour Netflix d'être compétitif avec ce prix-là. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a motivé une baisse de prix. Donc, c'est pas parce qu'il y a une baisse de prix annoncée en Amérique latine que nous, on va la voir arriver, surtout qu'on n'a pas encore ce blocage de partage de comptes. Mais c'est quand même intéressant de voir un peu les phénomènes. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est
Ce que je comprends de la part de Netflix, c'est qu'ils veulent empêcher des personnes différentes de partager des comptes, parce que du coup, ils devraient avoir des comptes séparés. Sauf que j'imagine que potentiellement, la manière d'utiliser Netflix dans ces pays-là, c'était souvent de mutualiser le prix des abonnements avec des amis. Et donc, c'est là que ça devient problématique, parce que comme ils ont autorisé cet usage pendant de nombreuses années, c'est tombé dans les habitudes des gens. Et donc, du coup, ils étaient prêts à mutualiser le prix, mais ils n'étaient pas prêts à payer plus cher. Parce que du coup, c'est assez contraignant quand même, quoi, comme contrainte. Enfin, comme mesure, quoi. Donc là, c'est assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant à voir, hein, ils sont en train de tester, à voir si ça va se répercuter dans d'autres pays, puisque là, il y a quand même pas mal d'autres qui se plaignent, hein. On a parlé de l'Espagne, du Canada et tout. On va voir si il va y avoir des baisses de prix de l'abonnement de base qui vont se faire dans les autres pays. Mais en tout cas, c'est pas un grand succès pour l'instant en Amérique latine, quoi. Alors, Arthur, tu nous dis, mais ça marche même pas dans une famille. Si quelqu'un est sur Netflix dans le bus, il sera pas sur la même IP que ceux qui sont à la maison. Alors attention, c'est pas exactement ça. La limitation est uniquement sur les appareils connectés à la télé ou sur les télés elles-mêmes. Ce n'est pas sur les appareils mobiles du type tablette, téléphone. Donc déjà, c'est pas un problème quand tu voyages et que t'es pas à ton domicile, etc. Ensuite, ça sera lorsque vous utilisez votre compte Netflix pendant plus de 2 semaines à un endroit différent de votre foyer principal, où là, vous allez du coup recevoir une petite pop-up qui va vous encourager soit à ajouter un foyer, soit à changer votre foyer principal pour celui-ci. Voilà, donc il faudra choisir. Mais attention, c'est que ça ne concerne que les télés. Donc voilà. Je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Mais c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis, Wendigo. Le problème, c'est que les gens qui prennent des forfaits famille pour offrir des slots à des amis prendront maintenant des forfaits individuels. Les amis iront faire du piratage, égale perte d'argent. C'est ça, c'est ce qu'on observe un petit peu, c'est que... Mais c'est difficile de quantifier. C'est-à-dire qu'on peut voir un petit peu sur Twitter des gens qui disent non, mais maintenant, on va se retourner vers le piratage. Mais en fait, si c'est un tweet, ça n'a pas beaucoup de poids. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment le mouvement avec les données Netflix, c'est-à-dire le nombre de résiliations et la croissance, le rythme de croissance. Si les résiliations augmentent drastiquement et la croissance diminue beaucoup, c'est quand même des signaux très intéressants pour Netflix. Pas positifs, mais intéressants, qui va du coup peut-être les encourager à revenir sur leurs décisions. La mise en application de cette nouvelle mesure est prévue pour quand déjà ? Je crois qu'on n'a pas de date Ganéa 14, on n'a pas de date pour l'arrivée en France. On vous tiendra au courant quand on a plus d'informations, mais en tout cas, moi de mon côté, je ne me rappelle pas avoir vu de date là-dessus. Donc Fabrice, si je regarde Netflix sur mon Mac et que ma mère regarde Netflix sur sa tablette, ça passe, oui. Tout ce qui est laptop, tablette, smartphone ne sont pas concernés par cette mesure. Donc parce qu'ils sont mobiles par définition. Les ordinateurs portables, mobiles et tablettes sont des appareils que vous trimballez avec vous. Donc c'est assez logique que vous ayez des IP différentes. Keffer, je sais pas comment prononcer ton pseudo, avec mon copain on ne vit pas ensemble, donc ça risque de se terminer avec Netflix. Je veux dire, ça peut se terminer avec Netflix, j'espère juste que ça va pas se terminer avec ton copain. Mais oui, il va y avoir cette contrainte. Ou sinon, vous êtes prêt à payer un supplément pour ajouter un foyer. Et donc, par exemple, on avait vu les prix pour l'Amérique latine, c'était entre 1,99$ et 2,99$, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée, donc pour ajouter un foyer supplémentaire. Ça reste moins cher qu'un abonnement supplémentaire. Donc à voir. Mais est-ce que c'est suffisamment moins cher pour motiver quand même à partager le compte ? C'est là où j'ai un doute, honnêtement.
Mort de rire, non, ça risque pas de se terminer avec mon copain. Bon, bah tant mieux, c'est le principal. Il y a Gwinaman justement qui dit « Je suis vraiment pas prête à payer plus pour Netflix, l'offre me plaît de moins en moins, je gardais l'abo pour ma famille. » Non mais voilà, c'est ça, c'est là où ça va vous amener à reconsidérer la valeur que vous donne Netflix pour le prix que vous payez. Et si vous êtes encore prêt à payer ce prix-là. Donc voilà, donc ça va être très très intéressant dans les temps à venir à observer un petit peu les mouvements. Donc il suffirait de faire un AirPlay sur son Apple TV et on peut toujours partager son compte. A priori, oui, Eric Stack. Oui, le AirPlay en effet. Mais il y a plein de désavantages au AirPlay. J'ai envie de te dire, plutôt utilise une Chromecast. Cast avec Chromecast, c'est beaucoup plus pratique. Parce que le problème, c'est que quand tu fais du AirPlay, tu streames tout ton iPhone ou toute ta tablette, c'est super pénible. Et donc, quand tu veux faire autre chose, sortir d'une app et tout, bah, ça va continuer à faire le AirPlay sur l'écran, ce qui est vraiment juste nul. Bref, voilà. Et donc, du coup, moi, je suis une grande défenseuse de Chromecast, même si ça fait maintenant longtemps que je ne l'utilise plus. Chromecast n'a pas cette contrainte-là. Tu castes ce que tu veux. R3... Désolé, tu me dis non pas recopie, juste AirPlay. Alors peut-être que le AirPlay fonctionne pas bien avec moi, mais à chaque fois j'avais un truc comme ça, hein, que le AirPlay c'était pas très pratique. Ah. Après c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le AirPlay parce qu'on avait un problème avec le AirPlay chez nous. En AirPlay tu peux streamer une seule app aussi en version double écran. Faudrait que je teste. Bon, il faudrait que je retente de voir si j'arrive à faire fonctionner AirPlay. Mais c'est vrai que j'avais pas une bonne expérience avec AirPlay. Ça marchait mal ou pas. Et ça bloquait mon iPhone sur l'application en question. Caribou dit « Je fais souvent du AirPlay avec YouTube et quand tu sors de l'app, il n'y a pas de souci. » Bon, bah, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser AirPlay parce que je pouvais pas l'utiliser dernièrement. Faudra peut-être qu'on réessaye. Est-ce qu'une Fire TV est considérée comme mobile ? Alors Fire TV, il y a TV dans le nom, donc ça c'est rattaché plus à un appareil que tu branches à la télé, je pense. Je sais pas, je m'y connais pas assez. Mais oui, ça devient un petit peu compliqué de savoir qui sera ciblé ou pas, hein. C'est ça un peu le problème. Donc à voir. En tout cas, vous êtes prévenus et on verra qu'est-ce qui va se passer avec Netflix, mais en tout cas, le test n'a pas l'air super concluant en Amérique latine. On continue avec le streaming et cette fois-ci on va du côté de Disney et de Disney plus précisément. Donc on le sait, hein, y a eu pas mal de plateformes de streaming qui reconsidèrent un petit peu leur stratégie. Notamment on a eu beaucoup dans le marché naissant des plateformes de streaming, tous les acteurs se sont un peu excités à produire toujours plus de contenu et à investir énormément dans du contenu original pour pouvoir attirer des nouveaux utilisateurs et les abreuver de contenu original tout au long de l'année. Mais du coup, beaucoup de contenu original et plus de shows originaux veut dire plus de dépenses aussi pour chaque boîte. Et donc du coup, qui veut dire plus de dépenses veut dire aussi mettre la barre plus haute en termes de croissance d'utilisateurs et de nombre d'utilisateurs à attirer sur la plateforme. Et donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux ici. Et donc du coup, on se demandait un petit peu depuis quelque temps comment Netflix, Disney, Comcast, Peacock, Paramount+, etc. allaient pouvoir être rentables à un moment donné, retomber sur leurs pieds après ces investissements très très lourds en termes de contenus originaux. Justement, Disney commence à réfléchir justement à leur positionnement là-dessus. Et donc, eux aussi, ils ont fait cette erreur, hein, c'est-à-dire que quand ils sont lancés, ils ont produit énormément de contenus originaux qui ne sont pas arrivés exactement en même temps, mais pas mal quand même. Et donc, ce qui a amené à des grosses pertes côté Disney, parce que c'est des investissements très très lourds en termes de production de contenu. Et c'est justement quelque chose que le nouveau ancien CEO de Disney, Bob Iger, qui est de nouveau maintenant à la tête de Disney, veut changer. Il veut vraiment amener Disney+ vers la profitabilité ici, retomber sur ses pieds en termes d'investissement et de rentabilité pour la plateforme. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va amener Disney+ plus vers un positionnement, par exemple, à la HBO.
HBO, par exemple, a prouvé que plus de contenu voulait pas dire forcément qualité, mais que moins de contenu pouvait aussi dire qualité et attirer un nombre suffisant d'utilisateurs pour être intéressant, pour subsister, tout en retombant sur ses pattes en termes d'investissement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, quand on regarde un petit peu des années 90 aux années 2000, HBO avait toujours quelques programmes toujours très très quali, très reconnus par le grand public et la critique, qui suffisaient à attirer des nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Par exemple, on avait Les Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Sex and the City, ou quelques autres programmes très très connus et reconnus sur la chaîne. Et donc du coup, c'est le même modèle qui s'est passé au tout début du lancement de Netflix, où en fait là aussi ils n'avaient pas énormément de programmes originaux, mais ils avaient quelques titres comme ça, qui suffisaient à attirer finalement les utilisateurs et s'assurer qu'au fur et à mesure de l'année, il y avait toujours au moins une fois par semaine un épisode original ou inédit d'un programme qui était mis à disposition et donc qui maintenait finalement en haleine les utilisateurs semaine après semaine, quoi. Et donc, du coup, a priori, la stratégie de Disney, ça serait de s'orienter plutôt vers ce modèle-là. C'est-à-dire, ils vont produire beaucoup moins de contenu original, juste suffisant pour pouvoir alimenter et garder un rythme d'avoir au moins un épisode d'un programme très reconnu, inédit, qui arrive sur la plateforme chaque semaine, mais peut-être pas forcément 10 épisodes différents. Donc ça, c'est assez intéressant. Déjà, il y avait ce parti pris que Disney ne dévoile pas d'un coup les séries, mais semaine après semaine, épisode après épisode. Mais du coup, peut-être pas en parallèle, c'est-à-dire on aura à la fois du Star Wars, du Marvel et autres. On aura peut-être un coup une série Star Wars, un autre coup après pour prendre le relais une série Marvel, etc. Mais peut-être plus étaler finalement la disponibilité de ces contenus-là pour avoir moins besoin de produire beaucoup de contenus originaux. Mais juste garder un rythme qui est suffisamment soutenu pour, en effet, en avoir pour son argent pour les utilisateurs sur la plateforme. L'autre axe, c'est aussi plus se reposer sur les franchises ou les licences que Disney a, c'est-à-dire Marvel, Star Wars. Donc bon, là, c'est pas forcément, je trouve, une bonne nouvelle, parce que bon, j'en ai un peu ma claque des Star Wars et des Marvel. Voilà, quand on regarde Star Wars, il y a eu du bon et du moins bon quand même. Il y a eu du très bon, mais bon, voilà. Et pareil pour Marvel. Il y a eu de l'excellent. Pour moi, vraiment, c'était la série... ah mince, j'ai oublié le nom. WandaVision, qui était la meilleure série Marvel, quoi. Vraiment, je l'ai vraiment adoré, quoi, cette série. Donc voilà, donc à voir, hein. Mais du coup, c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de prise de risque. Loki aussi est super. Alors après, c'est vrai que je dis moins de prise de risque. Quand je regarde Loki et WandaVision, ça rime pas forcément avec moins de prise de risque, parce qu'elles sont quand même toutes les deux assez farfelues. Mais elles reposent quand même sur des personnages qui sont connus du public et qui vont au moins donner leur chance plus facilement au produit. Alors que si vous êtes sur une série inédite dont les personnages sont inconnus au bataillon, eh bien, il va falloir faire plus d'investissement, ne serait-ce en termes de marketing, et donc du coup c'est un coût supplémentaire pour pouvoir encourager les gens à aller regarder la série. Donc c'est là aussi où peut-être ils vont faire moins d'investissement sur le sujet, quoi. Donc, ils vont vraiment rationaliser un petit peu les coûts et ils ont prévu notamment de couper ou de réduire les investissements sur les coûts de 3 milliards de dollars étalés sur les prochaines années. Alors, on n'a pas plus d'informations que les prochaines années. On ne sait pas si ça veut dire 2 ans, 5 ans, ça change assez drastiquement, mais ils vont voir. Donc voilà. En autre rumeur, on a déjà eu l'information que Disney ne prévoit de sortir que 2 programmes Marvel d'ici, en 2023. Donc déjà, ils vont ralentir un peu le rythme parce que voilà.
Donc c'est ce qu'on se disait, voilà, ils vont ralentir un petit peu le rythme en termes de production pour maintenir un rythme suffisamment soutenu pour garder les gens fidélisés, mais pas forcément... euh, voilà, comme quoi le volume n'attire pas beaucoup plus les gens, en fait. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Euh, Ouais, j'ai pas tout aimé. Il y a des choses que j'ai aimées. Alors, c'est vrai que sur Star Wars, non, mais dans les deux, il y a des choses que j'ai aimées et moins aimées. Chez Marvel, j'ai adoré Loki et WandaVision. J'ai beaucoup moins. Par exemple, j'ai pas regardé la Hulk féminine, la She-Hulk. C'est vraiment. Bref, ça me donnait absolument pas envie. J'ai pas regardé non plus la série sur Hawkeye. J'ai pas adoré la série sur sur le soldat d'hiver et Captain America, là. Elle était classique. Voilà, elle était pas nulle, mais bon, elle était pas faux folle. Pour Star Wars, j'ai bien aimé Mandalorian. J'ai pas aimé Boba Fett. J'ai bien aimé Obi-Wan Kenobi. J'ai beaucoup aimé Andor, sauf les 3 premiers épisodes, qui sont vraiment une plaie. Mais j'ai beaucoup aimé Andor, mis à part ça. Et voilà. Donc à voir. Donc vous voyez, c'est variable, quoi. Voilà en tout cas pour les news. C'est la fin de l'émission. J'ai une petite tartine que je voulais vous partager. Mais juste avant d'enchaîner sur la tartine, on va quand même prendre le temps de remercier notre sponsor ce matin. Notre sponsor, vous commencez un petit peu à le connaître puisque c'est O2Switch, le meilleur hébergement web sur le marché avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Cerise sur le gâteau, c'est français. Et les data centers sont en France, donc comme ça vous savez où les données sont stockées. O2Switch offre un service de qualité pour ceux qui souhaitent créer ou héberger leur site web. Vous avez un support client exceptionnel disponible 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers qui sont prêts à vous répondre. Ils font vraiment attention à bien vous répondre et vous guider, hein, j'en ai fait l'expérience. Vous avez le contrôle sur votre hébergement, vous avez accès à une interface technique performante et intuitive. Et c'est également une offre unique, tout compris, illimitée. Plus besoin de se prendre la tête entre les différentes formules avec différentes puissances de CPU, mémoire, nombre de sites, etc. Ici, c'est clair et simple. Ça vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc voilà, si vous souhaitez tester le service ou si vous aviez besoin de trouver un hébergement de confiance, vous pouvez tester O2Switch et utiliser notre code promo N15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur la première année. C'est valable, attention, pour toute nouvelle souscription à l'offre unique. Ce n'est pas valable pour les renouvellements. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Et c'est également satisfait ou remboursé. Donc merci à eux de pouvoir nous permettre de produire l'émission Le Mug. Je vous propose d'enchaîner tranquillement avec la tartine. Et voilà, je fais une petite pause avant de commencer la tartine. Alors la tartine, c'est plutôt une cerise sur le croissant, mais bref, je voulais vraiment prendre quelques minutes pour mentionner quand même une des figures phares du manga et de l'anime japonais, Leiji Matsumoto, qui est malheureusement décédé le 13 février dernier. C'est la société de production Toei qui l'a annoncé hier. Et voilà, et donc il a quitté un petit peu ce monde. Et il laisse derrière lui un héritage assez impressionnant d'univers spatial peuplé de libres et de sombres héros type Albator avec une carrière de plus de 60 ans, donc assez impressionnant.
Matsumoto est né le 25 janvier 1938 sur l'île de Kyushu, dans le sud du Japon. Il est le quatrième d'une fratrie de 7 enfants et il se passionne d'ailleurs très tôt pour le dessin. Il publie adolescent dans des journaux, des magazines locaux et sort son premier manga à 15 ans. Pas mal quand même pour la carrière, quoi. Démarré à 15 ans avec les aventures d'une abeille à la suite d'un concours éditorial de création. C'est intéressant qu'il ait fait sa carrière finalement dans le dessin, dans le manga et l'animé, alors que plus jeune, c'était plutôt le métier d'aviateur qui le faisait rêver. Il voulait suivre un petit peu les traces de son père, pilote de l'armée impériale et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, voilà, suite à des problèmes de vue, il ne pourra pas faire et suivre cette voie. Il avait également envisagé de devenir ingénieur mécanicien, mais là aussi, la situation économique modeste de sa famille a fait qu'il n'avait pas forcément les moyens d'être envoyé à l'université. Et donc, en gros, il a pris ses clics et ses claques. Il est allé dessiner à Tokyo pour aider sa famille. Il avait en poche que des pinceaux et un billet aller. Et c'est comme ça qu'il s'est débrouillé. Et en 1974, il publie donc une saga épique où les humains sont mis en péril par un envahisseur alien. Il transforme en vaisseau spatial le Yamato, cuirassé principal de la marine japonaise coulé en 1945. Cette saga culte au Japon, un des premiers blockbusters de l'animation, maintes fois réinventé. Elle est quand même moins connue en France que, évidemment, Captain Harlock, comme vous le disiez dans la chatroom, ou Albator, le pirate de l'espace naviguant sur le Arcadia, que les Français découvrent dans l'émission Récré à 2 en 1980. Et c'est un des premiers, d'ailleurs, Leiji Matsumoto, c'est un des premiers mangaka à se faire un nom en France, alors que déferlent justement les séries animées japonaises après le succès de Goldorak. Voilà. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Leiji Matsumoto, je vais vous montrer un petit peu une photo quand même, pour que vous voyez un petit peu le personnage. Voilà, c'était ce monsieur-là, toujours avec ce symbole de tête de mort sur son bonnet. Voilà, il a toujours été... on l'a beaucoup connu de cette manière-là. Vous le voyez d'ailleurs sur toutes les photos, on le voit comme ça, hein, ici. Même quand il a un smoking. Voilà, il s'est jamais séparé de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait référence aussi au symbole de pirate qu'on peut voir sur le costume de Albator, ici, que vous pouvez voir sur l'image. Autre élément pour lequel, évidemment, Leiji Matsumoto est connu, c'est le film Interstellar 5555. Film qui a accompagné la sortie de l'album des Daft Punk Discovery, avec donc ces clips animés qui reprennent du coup le style graphique emblématique du mangaka et qui a définitivement associé la patte de Leiji Matsumoto avec la musique du duo électronique français Daft Punk. Voilà, il a marqué une génération, à la fois l'album et les clips. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus. C'est quand même important d'en parler. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est vrai qu'une des thématiques qui revient souvent dans les productions de Leiji Matsumoto, c'est la guerre, mais plus principalement des messages pacifistes où les ennemis ne sont pas des brutes sans visage ni humanité. Tout ça, ça a été assez influencé par évidemment le fait qu'il avait 7 ans quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée au Japon. Et aussi, il est natif de l'île qui abrite également Nagasaki. Donc c'est pas non plus un hasard. Il a été à mon avis fortement influencé par les événements et c'est une chose aussi que son père lui a fait prendre conscience très jeune, que derrière les victimes, les ennemis, il y avait une famille qui serait dévastée. Et donc du coup c'était assez nuancé quand même dans ses propos, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc succès retentissant et international qui lie définitivement du coup l'univers de Leiji Matsumoto au Daft Punk ici.
En 2013, il célèbre ses 60 ans de carrière au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême d'ailleurs. Donc voilà, je crois que j'ai tout mentionné. Voilà, donc figure emblématique, je trouvais ça quand même assez important de le mentionner ce matin. C'est plus la liberté que la guerre, oui, comme thématique, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Un grand merci à Ximilki Thingzix pour ton soutien. Un grand merci à Labrique76 et à Falcoboul pour vos abonnements. Un grand, grand merci à vous pour vos soutiens. Voilà pour Leiji Matsumoto et pour les news de ce matin. J'espère que l'émission vous a plu. Il est 9h23. Je pense qu'il est temps de clore cette émission et de vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on ne sait jamais, c'est peut-être le moment de réécouter l'album des Daft Punk pour vous donner la patate aujourd'hui. Ça sera assez sympa. Avant de se quitter, on va voir si on peut lancer un petit raid. On va aller du côté de Pépipin. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. Et puis sinon, vous retrouvez Jérôme demain matin à 8h. Bonne journée à tous. Ciao.